Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes diabétologue à Dijon. Et Guy Fegardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes diabétologue au Luxembourg Institute of Health, voilà, au Luxembourg. On va parler de l'actualité de la cohorte SFDT1. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce qu'est cette cohorte exactement ? Bien sûr, l'étude de cohorte SFDT1 est une étude prospective où on inclut des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 qu'on va suivre sur de nombreuses années avec des visites cliniques tous les 3 ans et puis des questionnaires entre les visites cliniques, une biobanque et donc on a un phénotypage, une caractérisation des participants très riche et c'est ce qui fait une des qualités de l'étude SFDT1. Alors elle a commencé quand ? Combien de patients aujourd'hui ? Aujourd'hui, en quelques mots, elle a commencé en 2020. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 2000 participants. L'objectif à terme, c'est d'avoir 15 000 personnes qui vivent avec un diabète de type 1, 2000 en pédiatrie et le reste en adulte. Donc une belle cohorte, et les cohortes, c'est toujours un suivi longitudinal extrêmement intéressant. Sylvie Picard, une étude a été faite dans cette cohorte sur les troubles musculo-squelettiques dans le diabète de type 1. Est-ce que vous pouvez nous dire la méthodologie déjà ? Alors, d'abord les troubles musculo-squelettiques, c'est une complication qui en fait est fréquente, très fréquente dans le diabète de type 1, mais qui est méconnue et qu'on a tendance à oublier. Et justement, cette étude prospective, c'est l'occasion de faire un petit peu la lumière là-dessus et de pouvoir avoir des chiffres plus précis. Donc ça passe par des questionnaires ici, c'est des questionnaires qui sont remplis par les soignants et globalement on a 3 questions dans le questionnaire. La première sur des fractures ostéoporotiques, c'est-à-dire pour des traumatismes mineurs. La deuxième sur les complications musculo-squelettiques des membres supérieurs et la troisième sur les pathologies compressives des nerfs ou des tendons au niveau des 4 membres. Et avec ça, on arrive à peu près à voir un petit peu plus en détail ce qui se passe au niveau musculo-squelettique. Des résultats, vous avez obtenu des résultats ? Eh bien voilà, on a là au cours de ce congrès, on a montré les premiers résultats de cette étude qui montrent que dans une population relativement jeune, donc une quarantaine d'années, on a 30% des gens qui ont déjà des complications musculo-squelettiques. Et quand on introduit en plus les fractures, on a 35% des personnes avec un diabète de type 1 qui ont déjà présenté soit des complications musculo-squelettiques, soit des fractures, soit les deux. Donc c'est une proportion énorme de personnes. Donc ça confirme un peu ce que vous savez, mais qui est méconnu comme vous l'avez rappelé. Vous connaissez bien la littérature sur ce sujet. Est-ce qu'on a des facteurs de risque ? Est-ce qu'il y a des facteurs identifiés ? Alors pour l'instant, on n'a pas franchement de facteurs de risque. On a déjà fait une étude un petit peu de rétrospective sur des patients, à Dijon notamment, qui a montré que pratiquement plus ça commence tôt, plus le risque de faire des troubles musculo-squelettiques est important, qui a priori sur une petit échantillon de personnes une relation avec la rétinopathie diabétique et le risque cardiovasculaire. Donc ça va demander à être confirmé bien sûr dans l'étude SFDT1. Voilà. Et c'est des complications qui ont également des répercussions, notamment sur la vie quotidienne des gens, mais également sur les gestes quotidiens pour se soigner, pour la mise en place d'un capteur, d'un cathéter de pompe, etc. Et des choses qui sont très importantes, qui gênent les gens, mais les gens sentent que c'est des complications un peu oubliées parce que méconnues de beaucoup de médecins qui ne rattachent pas forcément au diabète ces problèmes. Guy Fegardi, vous vous êtes intéressé, au phénotype du DT1 et je crois sur des critères CGM. Exactement, on a fait un travail qui a pour objectif de décrire l'hétérogénéité dans les phénotypes glycémiques des personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Et pour ça, on a également utilisé l'étude SFDT1. Parmi tous les participants, on s'est focalisé sur 620 personnes qui ont un lecteur de glycémie. On a analyser toutes les données en complément de l'HbA1c, du coefficient de variation, l'insensibilité aux hypoglycémies. On a mis tous ces facteurs-là pour caractériser à la fois l'équilibre et la variabilité glycémique, la perception aussi de l'équilibre glycémique, dans des modèles d'intelligence artificielle. Et donc on a eu un développement méthodologique et ensuite on a identifié des phénotypes, 7 pour ne pas les nommer, 7 phénotypes distincts qui caractérisent les différents profils qu'on peut voir dans la vraie vie avec les personnes qui vivent avec un diabète de type 1.
vous pouvez en dire 2 mots de ces 7 phénotypes Bien sûr, donc en fait, historiquement, pour voir commencer, quel est l'intérêt de faire cette approche, c'est que lorsqu'il y a une consultation, on analyse souvent l'HbA1c, souvent le temps passé dans la cible, mais c'est souvent de manière isolée. Là, l'intérêt, c'est de regarder de manière globale et dans ces différentes dimensions et la complexité des phénotypes glycémiques, on a essayé d'identifier des phénotypes. Donc par exemple, dans les 7 phénotypes, je ne vais pas tous les citer, mais on en a qui ont des temps passés en hypoglycémie très élevés avec énormément de variabilité glycémique. À l'opposé, il y a des personnes qui ont des temps dans la cible qui sont optimaux, très bien caractérisés. Et puis ensuite, il y a des phénotypes un peu mixtes qui mélangent des profils, et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on n'est plus dans la simple dichotomie élevée ou faible, on a un niveau de finesse de description qui est assez unique. On a des personnes, par exemple, qui ont des temps passés dans la cible qui sont plutôt bons, par contre ils ont une très forte variabilité glycémique malgré tout, ou au contraire un temps passé en hypoglycémie qui est très faible mais malgré tout une très forte variabilité glycémique. Donc lorsqu'on combine tous ces différentes dimensions, on a vraiment la complexité qui est caractérisée dans les différents phénotypes qu'on a retrouvés dans l'étude. Est-ce que l'intérêt à plus long terme de caractériser ces phénotypes, c'est aussi d'avoir des implications thérapeutiques différentes? Oui, alors il y a plusieurs implications dans ce travail. Le premier, c'est qu'on a, en parallèle de l'analyse qui a été faite, on a développé un outil à destination des cliniciens. C'est-à-dire que le clinicien va pouvoir rentrer en consultation les caractéristiques d'un nouveau patient qu'il a en face de lui, et on va pouvoir projeter ce nouveau patient sur une représentation visuelle des 7 phénotypes. Et on va pouvoir voir où est le patient dans les différents arbres et les phénotypes qu'on a identifiés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça va du coup permettre de personnaliser la prise en charge. Si on montre demain ou après-demain que ces différents phénotypes se comportent différemment en termes de risque de complications, en termes de qualité de vie, on va pouvoir du coup mieux personnaliser, mieux prendre en charge et vraiment avoir une prise en charge thérapeutique qui se base sur l'intégralité des dimensions de l'équilibre glycémique. Ce qui veut dire que vos 600 patients, si j'ai bien retenu, vont être suivis en ouvert là, pour voir à long terme les complications. Exactement. Aujourd'hui, on a décrit à l'inclusion dans l'étude ASFDT1 quels étaient les profils. Demain, ce qu'il faudra faire, c'est suivre ces phénotypes dans le temps pour voir qui développe plus ou moins telle ou telle complication et du coup adapter la prise en charge. En tout cas, Sylvie Picard, ce type de cohorte, c'est vraiment ce qui permet de mieux connaître une maladie qui nous paraît comme ça globale, mais qu'on peut connaître beaucoup plus finement. Tout à fait. Et par exemple, sur les complications musculo-squelettiques, il n'y a jamais eu d'étude prospective qui a regardé ça. Et là, ça va nous permettre non seulement de mieux caractériser ces complications, de les reconnaître comme des complications du diabète de type 1, mais en plus de voir quels sont ces déterminants et de voir l'association avec les autres complications. On a eu dans notre première série l'impression qu'il y a une association avec la rétinopathie diabétique et les maladies cardiovasculaires, mais ça va être développé de façon beaucoup plus précise sur un grand échantillon de personnes et de façon prospective. Donc c'est très important. Merci beaucoup à tous les deux. Et quelque Merci. chose me dit qu'on va encore avoir des résultats sur cette cohorte. Merci. Merci. Merci.